Nous sommes encore ensemble, mesdames et messieurs, ce dimanche pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un du Rassemblement, quelqu'un proche de Moïse Katumbi. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Il est dans l'ensemble. Il est conservateur de la nature il est président du Parti conservateur de la nature et démocratie, si je ne me trompe pas. Je crois que j'ai bien écrit. Et démocrate, merci. Vous l'avez sans nul doute deviné. C'est de Moïse Monidela qu'il s'agit. Avec lui, ce dimanche, mesdames et messieurs, nous allons analyser ensemble et à froid, je l'espère, l'actualité abondante de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, monsieur Moïse Monidela. Je vous remercie pour cette invitation. Et au-delà de ma petite personne, je crois que c'est l'honneur que vous faites à mon parti, vous faites au Rassemblement, et pourquoi pas à l'ensemble. Parce que je crois que nous intervenons quelques jours après la mise en place de l'ensemble. Donc je crois que... Conservateur de la nature et démocrate, vous êtes vous êtes de la tendance écologique? Oui, bien sûr, parce que la conservation de la nature, c'est une donne qu'aujourd'hui on doit intégrer dans tout projet de développement. On doit intégrer la conservation de la nature. Et le Congo, c'est un pays par excellence de la conservation de la nature, parce que vous le savez très bien que c'est le deuxième poumon du monde. Donc si aujourd'hui on respire l'air frais, c'est à cause du Congo. C'est grâce à la forêt de notre forêt et tous les eaux et tout ça. Donc un Congolais doit être un conservateur de la nature par excellence, parce que la nature, Dieu nous a doté une nature merveilleuse. Nous ne sommes pas seulement la gâchette de l'Afrique, comme disait Franck Fanon, mais c'est aussi les poumons du monde. C'est aussi les ventilateurs ou les congélateurs, ou alors, je dirais même les climatiseurs du monde, c'est les Congos. Je vous vois avec quelque chose. Vous êtes musulman, si je ne me trompe pas, vu ce que vous avez en main. Alors, ça me pousse à vous poser cette question. On ne sent pas, de fois, la présence de musulmans dans des positions politiques de notre pays, comme les catholiques ou les églises de réveil. Quelle est la position aujourd'hui des musulmans dans notre pays? On ne vous sent pas trop, Moïse Monidela? Oui, mais c'est parce que les musulmans font l'objet de la discrimination. Pourquoi ça? De l'exclusion. Vous êtes pourtant à l'aise dans notre pays? Non, ça a commencé depuis longtemps, depuis l'époque coloniale. Les bonnes écoles, c'était les écoles catholiques. Le musulman n'avait pas droit au chapitre. C'est à partir de là, c'est à partir de la fondation, de la création même de notre pays. Ceux qui venaient ici, ils venaient évangéliser. Le blanc qui venait ici, il venait évangéliser les Congolais. Et ils étaient, la plupart, c'était des catholiques. Donc le musulman ne pouvait pas être respecté. Avoir droit au chapitre? Non, c'était pas ça. Donc c'est un combat qui date de très longtemps, le combat contre l'exclusion. Les musulmans sont exclus, hein, ça il faut le dire. Mais c'est une exclusion rapante, sourdine, que vous ne pouvez... je dis bien, ce n'est pas aujourd'hui, la Constitution est là. Mais vous savez, moi c'est pour ça que je suis prêt, je suis pour la représentation miroir de la société congolaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sommet de l'État, on doit retrouver la photocopie conforme de la diversité congolaise. Vous représentez combien de pourcents? Il y a combien de musulmans en RDC? À peu près 10%, 10 à 15%. Mais vous pesez énormément. On pèse énormément. On ne vous sent pas. De quelle exclusion vous parlez par rapport... Bon, vous avez expliqué par rapport aux écoles et tout ça, mais... Même dans la politique, vous êtes là, donc vous êtes là. Donc, de quelle exclusion? Non, vous savez qu'à l'époque... Nous sommes un État laïque, quand même. Nous sommes un État laïque, mais par exemple, nous avons nos défaites. Les défaites ne sont pas célébrées de la même façon. D'ailleurs, nous n'avons pas... C'est un peu comme Noël et comme Pâques. Oui, mais par exemple, vous parlez de la laïcité. On devait avoir le même traitement. C'est-à-dire, par exemple, ces jours-là, les musulmans... De quelle fête il s'agit? La fête de l'Aïd, donc la fête de l'Aïd qui symbolise la fin du mois de Ramadan. Exactement. Et il y a une fête qu'on appelle la Tabaski, c'est une fête de moutons, une fête des sacrifices. Et cette fête-là qui symbolise la fin du pèlerinage à la Mecque, et ces des fêtes ici ne sont pas célébrées. Ils passent presque inaperçus. Et le musulman, ces jours-là, il doit travailler. S'il ne travaille pas, donc c'est dit que cette laïcité, c'est une laïcité nominale. C'est une laïcité qui n'est pas effective. Donc c'est tout un combat, mais je ne crois pas que je viens ici pour ça. Mais c'est une façon simplement de savoir un peu quelle est votre place, surtout dans la politique, quelle est votre position par rapport à tout ce qui se passe. Je crois que ça doit interpeller, et non seulement les musulmans,
Parce qu'il ne faut pas que... Moi, je ne suis pas partisan d'un cadeau qu'on nous donne sur la table. Moi, c'est un combat. Nous devons, c'est un droit. Nous devons revendiquer nos droits. Mais si nous demandons une faveur, donc là, vous n'allez pas gagner. Voilà, mesdames et messieurs, nous entrons maintenant de plein pied dans la rétrospective proprement dite. Nous allons prendre le tout premier dossier, l'ensemble. Nous allons en parler. Comme vous le savez, Moïse Monidel a fait partie de l'ensemble créé dernièrement en Afrique du Sud par Moïse Katumbi. C'est aussi son homonyme d'ailleurs, je risque de confondre. Le Palou, comme vous le savez, il y a une petite guerre sourdine entre le Palou et la majorité présidentielle. Aujourd'hui, nous avons eu la réponse du berger à la bergère. Le Palou a tenu son point de presse et quelques minutes après, la majorité présidentielle a rétorqué. Et tout ça, vous aurez plus de précision dans ce premier condensé, mesdames et messieurs. De retour à Kinshasa, après la tenue de leur conclave à Johannesburg, en Afrique du Sud, quelques cadres de la plateforme Ensemble pour le changement se sont soumis au devoir de restitution de leurs travaux devant la presse. Occasion pour eux de dénoncer le lancement d'un faux débat dans la sphère politique congolaise par la majorité, axé essentiellement sur la nationalité des candidats. La nationalité. Évitons ces débats. Ces débats peuvent nous amener loin, loin. Il faut préserver le peuple congolais des attaques personnelles injustifiées. Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de voir un débat autour de propositions concrètes en ce qui concerne sa vie de tous les jours. À en croire Pierre Lumbi, actuellement, le seul débat qui envahit la peine est celui basé sur le projet de société des uns et des autres. Et à ce sujet, le vice-président d'Ensemble pour le changement estime que leur plateforme est suffisamment avancée, contrairement à la majorité présidentielle. Comme nous avons donné notre programme, qu'eux aussi nous donnent le programme. Là, je vous fais remarquer que ce programme-là nous a demandé pas moins de 18 mois. 18 mois de travail. Je serais étonné que, par exemple, la majorité, en moins de 9 mois, puisse nous produire un programme. Mais nous sommes d'avis, nous sommes d'accord de pouvoir faire un débat avec eux, même sur des simples idées qu'ils auraient. De la candidature unique au sein de l'opposition, la plateforme Chera Katumbi n'y est pas forcément opposée, même si pour elle, leur chairman reste leur plan A et B aux prochaines élections présidentielles. Le ciel est bleu entre le parti lumumbiste unifié et la majorité présidentielle. C'est une alliance idéologique de la gauche socialiste qui date de 2006 et qui est basée sur le principe de la réciprocité symétrique, a déclaré ce samedi au cours d'un point de presse Olf Kimasa. Le secrétaire permanent du Palou tenait à expliquer les contours de la dernière rencontre entre le président national de ce parti et l'autorité morale de la majorité présidentielle. Conformément à l'accord politique signé entre les deux partis, Antoine Gizenga était allé rappeler à Joseph Kabila que le Palou attend cette fois-ci le soutien de la majorité présidentielle pour son candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018. En 2011, le Palou n'a pas présenté un candidat aux élections présidentielles et avait soutenu encore le candidat président Joseph Kabila et avait indiqué qu'aux prochaines élections présidentielles de 2016, le Palou attendra le soutien de la majorité présidentielle par jet de réciprocité en faveur du candidat Palou. À cet effet, les militants du Palou rappellent toujours au grand camarade secrétaire général, chef du parti, sur ses engagements pris par notre parti en faveur de la majorité présidentielle. À en croire Olf Kimasa, le Palou est bien parti pour affronter les élections à tous les niveaux. Ainsi alignera-t-il près de 700 candidats députés provinciaux, 500 candidats députés nationaux et un candidat président de la République. De l'ordre de la discipline au sein du parti de la gauche, martèle Antoine Gizenga dans un document lu par le secrétaire permanent, pas de place pour des opportunistes et usurpateurs. Le patriote Antoine
Palou pour la course au pouvoir, des ambitions personnelles démesurées. Il faut noter qu'environ 23 partis politiques ont répondu favorablement au regroupement politique Palou et Alliés, une plateforme pour faire face aux problèmes du seuil électoral. Le parti d'Antoine Gizenga dit rester ouvert à tous les partis de gauche et autres socialistes. Le point culminant de ces préparatifs préélectoraux est incontestablement la constitution des plateformes électorales de reconnaissance par la majorité présidentielle et surtout la signature d'un protocole de loyauté envers le président Kabila, autorité morale avant, pendant et après les élections. À ce stade, la majorité présidentielle compte plus de 10 plateformes électorales. Il s'agit en l'occurrence de 1. Sociocrate, 2. Action alternative pour le bien-être et le changement, 3. Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, 4. Action des alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, 5. Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent, 6. Front uni des patriotes, 7. Alliance pour l'avenir, 8. Alliance politique CCU et alliés, 9. Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, 8. Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, 11. AFDC et alliés, 12. PPRD et alliés. Le secrétaire général de la majorité présidentielle exhorte vivement les partis encore en tractation à finaliser dans les plus brefs délais leurs négociations pour permettre à la majorité présidentielle de respecter les prescrits de la loi. Car l'ambition de la majorité présidentielle est de rester majorité démocratique dans toutes les assemblées après les élections. Une ambition, après tout, à la portée. Moïse Monidela, vous avez suivi ce grand condensé, le tout premier chapitre. Nous allons parler un peu de cette problématique qui fait le buzz, c'est la nationalité de Moïse Katumbi. Pour vous, est-ce que ce problème de nationalité Moïse Monidela, c'est pas une épine dans le pied de Moïse Katumbi? Parce que si on reconnaît qu'il est italien, parce que ces derniers temps, c'est ça qui ressort, qu'il est italien, donc il ne peut pas concourir comme candidat président de la République. Et pourtant, selon l'ensemble, il est le plan A et il est le plan B. Donc, vous êtes déjà perdant d'office. Non, pour la petite histoire, je vais rappeler aux téléspectateurs que je suis arrivé en politique vers les années 83. J'avais à peine 18 ans. Lorsque je parle de certaines choses, je parle avec autorité. J'ai vu comment l'acharnement contre Tshisekedi, la diabolisation contre Tshisekedi. Il y a un moment, on disait même Tshisekedi, c'est un fou. Et nous étions de petits fous qui suivaient les grands fous. Parce qu'on a utilisé toutes les astuces, tous les arguments pour décourager Tshisekedi de sa lutte, de son engagement politique. Donc pour l'éloigner du peuple, il fallait trouver des arguments. Tshisekedi fou. Lorsqu'on traite quelqu'un de fou, et puis après on les nomme 3 fois Premier ministre, alors qui était fou? Est-ce que c'est Mobutu ou Tshisekedi? Moïse Katumbi, c'est lui qu'on nous a présenté comme étant le meilleur gouverneur que le Congo n'ait jamais connu. Et à ce moment-là, il était congolais. Moïse Katumbi, le président du PPRD. Moïse Katumbi, je ne sais pas, c'est lui qui incarnait même la modernité, je ne sais pas quoi, tout ça, toutes ces histoires-là, ces concepts qui n'ont pas de sens. C'était Moïse Katumbi. Excuse-moi, je vais citer un nom d'un journaliste, si vous permettez. Je le vis sur la chaussée. Jean-Marie Kassamba, pour ne pas les citer. Il nous présentait, il disait, voilà, avec Moïse Katumbi, nous avons une autoroute qui quitte Kasumbalé à Lubumbashi. Donc, et c'est Moïse Katumbi qu'on a adulé. Et ce monsieur-là, on nous a présenté, il était
Rien n'empêche qu'il soit étranger parce que... Il était étranger. Mais les documents sont là, Moïse Monidela. Les documents sont là. Moi, je crois que quand vous dites qu'il y a une épine sur le pied de Moïse Katumbi, c'est ça aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est une bonne publicité pour Moïse Katumbi. Allons-y dans une mauvaise publicité. Non, c'était une bonne publicité. Parce que les Congolais sont intelligents, madame. Les Congolais sont intelligents. Mais les documents brandis, parce qu'aujourd'hui, tout est sur l'écrit aujourd'hui. On nous reçoit, même TV5 hier, nous a, avec Délice Sanga, on nous a sorti les documents sur les réseaux sociaux. On voit ce document qui dit que Moïse Katumbi a été pendant 17 ans, selon Jeune Afrique aussi, pendant 17 ans italien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, est-il congolais ou italien? On ne comprend pas. Vous qui êtes proche de lui, dites-nous, il est qui à la fin? Congolais, italien, zambien, tanzanien, on ne sait plus très bien qui il est. Moïse Katumbi est bel et bien congolais. La loi, madame, ici, je vais parler d'un concept scientifique. On parle de droit des sols et droit de sang. Moïse Katumbi, lorsqu'on parle de la constitution et de la nationalité, il y a ces deux concepts-là, il n'y a pas trois. On enseigne même dans des grandes académies politiques, en droit ou en sciences politiques. Ou soit vous êtes un natif d'un peu, vous avez la nationalité par les droits des sols. Et Moïse Katumbi est né au Congo. Il a les droits des sols. Et si c'est pour le droit du sang, Moïse Katumbi a deux parents. Sa mère, c'est une Congolaise. Donc Moïse Katumbi a la nationalité d'origine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et si par malheur on dit que Moïse Katumbi a eu une nationalité, a acquis une autre nationalité, mais je crois que parlons de joueurs de football. Il y a des joueurs de foot, dès les binationaux comme on les appelle, dès qu'ils renoncent à la nationalité française ou belge, il vient, il joue. Il joue dans l'équipe nationale. Si on fait le parallélisme à Moïse Monidela, Moïse Katumbi a donc renoncé à sa nationalité italienne pour redevenir congolais. J'ai dit, si je vous suis, je suis vos propos. Parce qu'il y a, ça s'est dit, il n'y a pas de sujet tabou, madame. Moi, je suis très à l'aise. Et prochainement, vous m'inviterez quelqu'un de la majorité, on va faire ce débat-là. Donc j'ai dit si, bah, bien sûr, on dit avec si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Ça, on le sait. Oui, mais je dis si Selma Si, Moïse Katumbi est devenu italien. Mais le problème, c'est que, où est le problème? Mais parce qu'il peut renoncer à cette nationalité-là. Parce que ça s'est passé déjà dans ces pays. Ce n'est pas un cas nouveau. Moi, je ne vois pas. C'est le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Sami Badibanga. Il a renoncé à sa nationalité. Mais aussitôt, on lui a donné une nationalité. Ça n'a même pas fait une semaine. Aussitôt. Il y a eu même Béassikou. Béassikou, un proche de l'ancien directeur du cabinet du président Kabila. Il était belge, il est belge. On l'a nommé comme ambassadeur. La Belgique l'a réquisé. Il dit non, vous êtes belge, mais vous ne pouvez pas représenter le Congo alors que vous êtes belge. Mais après la Belgique, on l'a envoyé en Angola. Et le ciel ne pas tomber. Il y a beaucoup, vous souvenez-vous, du moratoire à l'Assemblée nationale. Obama a dit que ce moratoire ne tient que pour les députés. Il a une grande précision que ce moratoire ne tient que pour les députés, donc pas pour quelqu'un d'autre, pas pour les Congolais lambda, pas pour les joueurs comme vous l'avez dit, pas pour nous autres, c'est rien que pour les députés. Je vous ai de vous dire qu'il faut pas comprendre les Congolais pour des canards sauvages. Les Congolais sont intelligents, madame. Ils n'ont pas la mémoire courte, contrairement à ce qu'on croit. On dit que les Congomani nous Wadjinga. Je connais ces chansons-là. Moi, je parle Swahili. C'est le mépris qu'on a pour les Congolais. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Donc on dit que les Congolais sont incapables de réfléchir. Mais ces moratoires, on sait bien, ça ne s'est pas passé, ce n'est pas dans la rue, c'est au Parlement, on sait comment ça a été. Et alors ces moratoires, comment ça doit être seulement pour les députés? C'est pour dire qu'il y a beaucoup ici, non seulement au niveau du Parlement, mais dans beaucoup d'institutions, il y a des étrangers. Donc le problème qui se passe aujourd'hui, c'est un acharnement. Et puis moi, je vais aller très loin. Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a dit plus jamais ça. C'était quoi? C'était le racisme. C'était le racisme qui était à la base de ce qu'on a connu, l'abominable, la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y avait un monsieur, Hitler, qui pour lui, il trouvait qu'il y avait une race supérieure. Donc on ne doit pas tenir compte de la nationalité par rapport à la race. Ce débat de la congolité, Moïse Monidela, si on doit faire une comparaison, cela nous projette vers l'ivoirité. Donc ça porte vraiment le germe d'une petite guerre ici en République démocratique du Congo. Oui, bien sûr. J'ai commencé par l'Allemagne nazie. Ça nous rappelle un peu l'Allemagne nazie, où on était allemand parce qu'on avait les yeux bleus. Et on mesurait on mesurait même la longueur du nez. Vous savez, c'est un débat dépassé, c'est un débat scélérate, désuète, ces débats-là. Mais si on veut faire ces débats-là, mais faisons-les. Mais je te préviens qu'on n'arrête personne. Parce que quand on parle de la nationalité de Moïse Katumbi, on arrête qui?
Et c'est ça qui interdit. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de parler de la nationalité de M. Kabila, si tel est le cas. Mais ouvrons cette boîte de Pandore. Et vous savez, c'est un débat qui est derrière notre dos, madame. Moi, je plaide à l'apaisement parce que je sais. Parce que ça peut nous amener à l'ivoirité, vous l'avez dit. Ça peut nous amener à la guerre, comme ça s'est passé en Allemagne. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous avons besoin de ça? Moi, j'ai dit aujourd'hui, Kabila est congolais, Moïse Katumbi est congolais. Mais si on veut... Non, madame, laissez-moi, parce que non. Mais si on veut toucher seulement à Moïse Katumbi, mais pourquoi... On touche à tout le monde, alors. On touche à tout le monde. On ouvre ce débat. Oui, de quel droit les partisans de Kabila peuvent tirer à longueur de journée contre Moïse Katumbi, l'injurier, et nous n'en avons pas... Et là, on n'arrête personne. Hein. Là, je ne vois pas Kalev va arrêter des gens. Alors moi, je dis non, ce sont ces débats, c'est un faux débat. Parce que ces débats-là vont beaucoup desservir les gens de la majorité. Nous sommes ça va beaucoup plus desservir M. Kabila. Parce qu'à ces moments, il y a ces débats-là, vous savez bien, madame, je ne suis pas là en train de dire n'importe quoi. Vous savez bien que ces débats ont eu lieu dans ces pays et nous avons avancé. Aujourd'hui, c'est un recul si on doit parler de la nationalité des... Nous allons terminer par le retour pour Ba, parce qu'on sait déjà que si ce débat, si on gagne ce débat de la nationalité, mais il y aura une autre épine dans le pied de Moïse Katumbi, et bien c'est son retour en République démocratique du Congo. Nous savons déjà qu'il y a sur le plan juridique, il y a déjà des arrêts contre lui et tout ça, des procès et tout. Est-ce que pour vous, vous ne vendez pas du rêve à ces Congos? Est-ce que Moïse Katumbi reviendra réellement en RDC pour battre campagne? Puisqu'il ne reste que quelques mois. Est-ce que vous, ces lieutenants, permettez l'expression, vous allez battre campagne pour lui ou lui-même viendra au risque d'être arrêté dès qu'il arrive en RDC? Ben, je crois que vous, les journalistes, vous aimez bien les scoops. Je vous donne les scoops. Moïse Katumbi viendra. C'est dans quelques jours. Je peux être même précis. Peut-être pas plus de 2 mois. Il sera là. Parce qu'il va bien, il viendra déposer sa candidature. Nous sommes presque à la fin du mois de mars, demi-avril. Donc il reste pratiquement 2 mois, jour pour jour. Vous verrez, Moïse Katumbi viendra ici. Et il viendra déposer sa candidature. Ce n'est pas du vent. Moïse Katumbi va déposer sa candidature. Vous vous imaginez, madame, que Moïse Katumbi, qu'on l'empêche de se présenter. Ça voudrait dire que ce sera peut-être une élection, peut-être démocratique, peut-être transparente, mais ce n'est pas inclusif. C'est-à-dire une bonne partie des gens seront exclus. Et la constitution de notre pays dit clairement que les guerres récurrentes, ça c'est dans le préface et dans l'introduction de notre constitution, on dit clairement ceci, que les guerres récurrentes que notre pays a connues a comme soubassement la crise de légitimité, l'exclusion. Et si on exclut Moïse Katumbi, et ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se reconnaître à être ce président qui sera élu. On peut ne pas parler de cette alliance aujourd'hui, cette petite guerre entre la majorité présidentielle et le Palou. Est-ce que pour vous aujourd'hui, ce n'est que par rapport aux alliances qui se font et se défendent, est-ce que le Palou a raison aujourd'hui de demander le soutien, la réciprocité par rapport à la candidature d'Antoine Gizenga? Parce que le Palou a dit, nous avons soutenu Kabila en 2011 lors des élections. Aujourd'hui, c'est au tour de la majorité présidentielle de nous soutenir, donc de soutenir ipso facto la candidature d'Antoine Gizenga. En quelques mots, est-ce que le Palou a raison? Oui, quand je suivais ça, je me suis rappelé des propos d'un homme politique français, Charles Pasqua, qui disait que les promesses n'engagent que celui qui croit. Eh bien, le Palou, naïvement, il a cru aux promesses. A été les dindons de la farce, selon vous. Ben voilà, donc, mais je crois que lorsqu'on donne une promesse, lorsqu'il y a un engagement, il faut tenir ses engagements, il faut respecter les engagements. Donc aujourd'hui, Palou n'a qu'à s'apprendre à lui-même parce que il a fait confiance à une majorité qui ne respecte pas les autres. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'accord de la Senco, c'est parce qu'on n'a pas respecté les engagements. C'est toujours la même majorité qui ne respecte rien. Jamais rien. Et tant que Kabila n'est pas candidat président de la République, ils vont multiplier les subterfuges, des manœuvres dilatoires. Parce que pour eux, Kabila ou rien. Alors que moi je trouve que Palou
a servi la marchepied, majorité. vous, Oui, a servi de marchepied parce qu'on avait besoin de la caution d'Antoine Gizenga dans la ville de Kinshasa. Surtout de la province du Bandundu. Oui, et dans la ville de Kinshasa aussi. Ok. La ville de Kinshasa. Nous allons prendre le deuxième sujet, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la CENI. Comme vous le savez, les élections approchent, les alliances se font et se défont. Les partis doivent se regrouper pour avoir cette seuil de représentativité. Aujourd'hui, on se rend compte que cela sert à la gorge de plusieurs partis et de la majorité de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons vu les partis comment ils se regroupent pour avoir ce seuil de représentativité. L'appel donc au dialogue par rapport à ces partis et évidemment le rapport du CENSA par rapport aux partis, surtout par rapport au MSR de Pierre Lumbi. Dans un communiqué rendu public le jeudi 22 mars dernier, la Commission électorale nationale indépendante rappelle avec insistance la nécessité pour les partis et regroupements politiques de se mettre en règle avant le 26 mars avec le ministère de l'Intérieur, date prévue pour les dépôts à la centrale électorale de la liste des partis et regroupements politiques censés participer aux élections de décembre 2018. Chaque parti ou regroupement politique doit être au clair s'agissant de sa dénomination, son logo, son adresse physique et les noms de la personne qui l'engage, ainsi que son numéro de téléphone. Le communiqué de la CENI soutient que ces exigences ont été régulièrement partagées avec les acteurs politiques lors des différents entretiens et rencontres avec la CENI. Ces exigences sont de strictes applications, martèle la CENI. À l'attention de l'opinion, la centrale électorale rappelle qu'un parti ne peut se retrouver dans plus d'un regroupement politique et ne peut utiliser un symbole ou un logo déjà choisi par un autre. Déjà, le lundi 26 mars, la CENI voudrait être en possession de la liste des partis et regroupements politiques censés participer aux élections, une date que le ministère de l'Intérieur entend respecter. Ces exigences de la loi électorale pourraient mettre plusieurs plateformes en difficulté lorsqu'on sait que dernièrement dans les réseaux sociaux, les uns ont accusé les autres d'avoir utilisé leur dénomination. Le récent rapport du Comité national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre devrait apaiser certaines formations politiques, à l'instar du PDC de José Ndundo, autant pour l'Union nationale de fédéralistes du Congo de Kyungu Wakumwanza, qui conserve aussi la dénomination de son parti politique UNAFEC. Il en est de même pour le groupe Mwando qui garde la dénomination de l'Alliance pour le renouveau du Congo et Kamitatu pour l'ARC. Par contre, pour le MSR, le mouvement social pour le renouveau de Pierre Lumbi, les nouvelles ne sont pas bonnes. À en croire le rapport du CENSA, le parti de l'ancien conseiller du chef de l'État n'a jamais obtenu l'arrêté d'enregistrement. Autre reproche, le MSR n'a jamais répondu aux sollicitations du CENSA ni produit le statut du parti. Les documents présentés ce mercredi par le comité de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre renseignent que le parti cher à Pierre Lumbi fonctionnait sous l'arrêté de MNR, parti restructuré en 2015 sous la direction de son secrétaire général, M. Lubota. Ce dernier, rapporte le même document, a obtenu un arrêté ministériel en 2016. Conséquence, le CENSA recommande au ministère de l'Intérieur de ne considérer comme parti politique que celui de M. Lubota. À Pierre Lumbi, il a été demandé de créer un autre parti politique, de quoi grincer les dents en cette période préélectorale. Le cas UDPS ou encore ACO et bien d'autres partis politiques seront examinés dans les 48 heures, a précisé le rapport du CENSA sur les dédoublements de partis politiques. Un document qui intervient après moult pressions et manifestations. Quand on dit qu'on fait fonctionner on les a fait fonctionner dans l'illégalité parce qu'ils étaient de la majorité, est-ce que ça fait les affaires, ça fait l'honneur de la majorité? Face à une déclaration suicidaire du président du Conseil national de suivi de l'accord, le mouvement social pour les renouveaux attend du ministère de l'Intérieur des décisions qui soient conformes à la Constitution, à la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques qui sera transmise à la CENI du nom du MSR présidé par Pierre Lumbi au Congo, a déclaré ce jeudi à la presse son secrétaire général. Dire que le MSR a fonctionné dans l'illégalité,
n'honore pas nos institutions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tricheries, beaucoup de situations illégales dans ce qui se passe. Donc quand on dit ça, on croit résoudre un problème. Au contraire, on s'enfonce dans la bêtise. Le MSR n'a pas été décrété par qui que ce soit. C'est une émanation d'une réflexion des gens qui se sont mis d'accord, qui ont créé quelque chose qui a évolué vers les partis. Le MSR s'inquiète de voir Joseph Olengankoy, actuel patron du CENTA, considérer l'arrêté occasionnel et dédoublement de son parti et pourtant remis en question par les partis signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Les dispositions de l'accord ou la déclaration d'Olengankoy? Parce que si cette question précise, l'accord demande qu'on rapporte l'arrêté et le CENSA demande qu'on ne tienne compte que de cet arrêté. En ce qui concerne les MSR, le peuple congolais mérite donc d'être éclairé là-dessus. Toutefois, le parti cher à Pierre Lumbi exhorte ses membres, cadres et militants à la sérénité et à la vigilance et promet tout de même de poursuivre sans relâche le combat pour la défense de la légalité. Moïse Monidela, j'espère que vous êtes en ordre, hein, parce que vu la cacophonie par rapport aux partis politiques, vous êtes en ordre. Oui, je suis en ordre, mais il y a un désordre organisé par le pouvoir. Le pouvoir, vous vous souviendrez qu'il y a eu en 2011, PPPP, c'est une tricherie. La tricherie ne commence pas le jour de l'élection. C'est avant, pendant et après. Et nous sommes dans cette planification de la tricherie, de la magouille. Et donc voilà, ça ne m'étonne pas, lorsque Monseigneur Monsengo a parlé du mensonge systémique, il a bien dit, je pense qu'on l'a accusé de tous les oiseaux, de nos oiseaux, on l'a affublé de tous les noms d'oiseaux, mais il avait raison, quand on voit ça, et c'est que ça me rappelle ce qui s'est passé en 2011. Donc pour moi ça ne m'étonne pas. Le MSR, c'est Pierre Lumbi, est en train de payer son adhésion à Ensemble ou son soutien à Moïse Katumbi aujourd'hui, parce qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui le MSR de Pierre Lumbi soit, qu'on l'oblige aujourd'hui à créer un autre parti avec d'autres sigles et tout. Et pourtant aujourd'hui quand on dit MSR, eh bien, on voit Pierre Lumbi. Les prisons, madame, les prisons sont pleines. Tous les partisans de Moïse, il suffit tout simplement qu'on vous voit avec même un bic écrit Moïse Katumbi, on vous arrête. Donc d'ailleurs, je vous conseille de ne même pas utiliser un bic où on écrit Moïse Katumbi. Il n'y a pas très longtemps, on a arrêté quelqu'un juste parce qu'on a trouvé dans sa voiture l'effigie de Moïse Katumbi. Vous imaginez, même à l'époque de Mobutu, on n'a jamais vu ça. C'est pour ça que moi je dis, bien sûr, Mobutu, avant 1990, oui, mais après 90, il y avait la radio libre, la presse libre, les gens pouvaient organiser des manifestations, mais aujourd'hui, c'est une négation de la démocratie. On a quand même levé hein, cette décision par rapport aux manifestations pacifiques. Hein, je vous le dis quand même. Donc d'ici là, on peut manifester calmement. On connaît le maçon au pied du mur. Moi, je suis un spécialiste de manif. Chaque fois qu'il y a des manifs, je suis là. Et d'ailleurs, le 19 septembre 2016, j'ai été arrêté à cause de ma vie. J'en sais quelque chose. Donc, une chose est de dire, et on verra la pratique. Bientôt, on va organiser des manifestations. On verra si on donne l'autorisation. Je pense qu'on va mettre, comme nous sommes capables de mettre des millions de personnes. Le 26 mars, prêt pour aller déposer, comme la CENI demande votre nom. Vous êtes déjà prêt pour Oui, nous sommes prêts avec AR. Nous avons une plateforme électorale. Nous étions en avance. Hein, voyez-vous, tout ce qui s'efface, c'est parce que le partisan, vous l'avez dit, les partisans de Moïse Katumbi se sont retrouvés en Afrique et ça a déclenché en fait donc nous étions, c'est comme une course de vitesse et nos poursuivants ils sont restés 3 kilomètres. On ne vous croyait pas capable de faire ça, c'est ça le problème. On avait dit que l'opposition n'était pas prête. Et nous avons infligé un camouflet, c'est ça? Nous avons fait d'une pierre 3 coups. Tenez, nous avons un label, l'ensemble, nous avons un candidat, Moïse Katumbi, nous avons un programme. Pendant ce temps. Et pourtant, Peter Tchani, en fait, c'est le prénom, je ne sais pas si c'est Peter. C'est Tchani, bon, mettons le nom. Monsieur Tchani dit que vous l'avez plagié. Hein, il a dit il veut un débat avec Moïse Katumbi. Vous avez plagié son projet de société. Hein, donc, quelle est votre position par rapport à ça? Vous savez, je connais bien Tchani. Et lorsqu'il dit ça, il dit qu'il n'a pas encore lu les programmes, qu'on lui envoie les programmes. Comment tu n'as pas encore lu les programmes et tu dis qu'on t'a pris, on a plagié votre programme. Donc, je crois qu'il y a une contradiction entre ce qu'il dit
et la réalité, parce que la réalité qui n'a pas encore lu le programme, notre programme, mais il déclare déjà, il crie au voleur. C'est un voleur qui crie au voleur. Je crois que peut-être il va se faire une publicité. Vous savez, oui, le nom de Katumbi vend très bien. Et tout le monde, lorsqu'on parle de Katumbi, et ça suscite la curiosité des médias, ça suscite la curiosité du pouvoir aussi. Ils veulent peut-être avoir été dans des bonnes grâces du pouvoir. Et alors, il faut utiliser. Vous savez, ici, il n'y a pas très longtemps, s'il fallait avoir un poste, il fallait injurier Katumbi. Il fallait injurier Katumbi pour montrer qu'on est avec le pouvoir. Il fallait injurier Katumbi. Il y a parfois, oui, et Félix Tshisekedi. C'était la mode. Je connais des gens qui ont eu des postes. 100 milliards de dollars de Moïse Katumbi, Moïse Neda. Est-ce que ce n'est pas aussi de l'utopie? Où est-ce que Moïse Katumbi trouverait 100 milliards de dollars pour mettre en pratique son programme? En quoi c'est une utopie, madame? Nous avons tous étudié que le Congo, c'est un scandale géologique. Mais notre budget n'est qu'à 8 milliards avec tout ce qu'on a aussi. Madame, nous avons étudié, je répète, que le Congo, c'est un scandale géologique, un pays extrêmement riche. Donc le Congo est riche. Qu'est-ce qui manque? C'est qu'il manque des hommes et des femmes capables de faire confiance, même aux bailleurs de fonds. Et Moïse Katumbi a expliqué de la manière la plus simple du monde. Il a dit que je l'ai fait au Katanga. Donc Katanga, je peux le faire en RDC. Je le fais en RDC. Il a même donné le chiffre. Katanga, parfois ils allaient 3, 4, 5 milliards. Katanga, une province, alors que le Congo, alors que le gouvernement central est incapable de mobiliser son fonds. C'est pas pour rien qu'on disait que c'est les meilleurs des gouverneurs, madame. Donc, et il a dit facilement, il a dit que la banque, toutes les banques du monde, tout celui qui a un compte bancaire, il sait bien que le banquier, lorsque vous avez un salaire régulier, vous pouvez en prêter. Si vous avez un salaire régulier de 1 000 $, il peut vous en prêter 10 000, 15 000 $. C'est connu. Ce n'est pas des choses. Est-ce que Moïse Katumbi n'est pas l'homme des Occidentaux, comme on le dit? Est-ce que Moïse Katumbi n'achète pas, parce que vous êtes proche de lui, moi je me permets de vous poser cette question, est-ce que Moïse Katumbi n'achète-t-il pas les médias étrangers pour bien parler de lui? On a vu en Afrique du Sud, presque toutes les presses, les grands groupes de presse étaient en Afrique du Sud, Le Monde, Times, tout ça, tout le monde était là. Est-ce que Moïse Katumbi ne met pas le paquet pour vendre un peu son image qui n'est peut-être pas aussi rose, hein, comme on le dit? Madame, j'ai beaucoup du respect pour le travail que vous faites. Vous êtes de la presse, je ne crois pas que vous pouvez cracher sur la soupe qui vous nourrit. Vous êtes de la presse, vous n'allez pas dire que vous, de la presse, vous êtes aussi achetable que ça, je ne crois pas. Vous, la preuve que vous avez une chaîne qui est respectée ici. Quand je dis respectée, votre éditorial, qu'est-ce qui vous fait respecter ici dans ce pays? C'est votre éditorial. Je crois qu'il en est de même pour le média. Ces médias-là, ils donnent l'info. Ce n'est pas de l'intox. Lorsqu'ils disent que Moïse Katumbi, c'est un candidat sérieux, il est candidat sérieux. En quoi Moïse Katumbi a acheté? Parce qu'il a des milliards. Vous croyez que Moïse Katumbi est l'homme le plus riche du monde? Je ne crois pas. C'est parce que Moïse Katumbi suscite un intérêt, parce qu'il est sérieux dans sa démarche pour la prise du pouvoir. Il est sérieux. Il a un programme. Il a un programme alors que beaucoup n'ont pas encore un programme. Et il a un programme, il a un personnel politique. Vous avez vu. On reste un peu dans ce domaine des médias. Moïse Monidela, je vous attaque un peu. On a dit que non, Ensemble ne veut pas voir lors de ces points de presse les chaînes proches de la majorité. On a dit lors du dernier point de presse de l'Ensemble, on n'avait pas voulu voir Digital, RTGA, la RTNC faire son travail. Pourquoi? Est-ce que vous êtes déjà en train de créer aussi ou de vous comporter comme votre ennemi, entre guillemets? Pourquoi ne pas vouloir de Digital, RTGA, Télé 50 et les autres dans vos points de presse? Dieu a voulu à un certain moment de ma vie que je puisse avoir un regard sur la presse congolaise. Je rappelle aux téléspectateurs que je suis vice-ministre à Presse et Information. Et avant cela, j'étais l'ami de la presse. Je ne suis pas journaliste, mais je suis dans la famille communicationnelle. Et ceux qui savent, ils savent. J'ai été plusieurs fois éditeur dans ce pays. Je connais les joueurs et leurs jeux. Je préfère me limiter là. Il y a des gens qui ne font pas leur travail. Hein. Il y a des radios 1000 collines ou des télévisions 1000 collines qui font l'apologie d'une dictature, l'apologie d'un pouvoir finissant, décadent, avilissant. Et là, c'est tout à fait normal qu'on puisse compter les journaux sérieux ou la presse sérieuse comme la vôtre. Elle est la bienvenue. C'est tout à fait normal qu'à un certain moment, lorsque on est en train de caricaturer l'info, on ne peut pas vouloir quelqu'un comme ça. C'est tout à fait normal. Et lorsqu'on ne donne pas l'info, on fait de l'intox. C'est tout à fait normal que nous puissions essayer de filtrer, de fouiner, d'analyser, de stopper un peu ceux qui viennent avec, juste pour nous piéger, pour dire les contraires de ce qui est vrai.
Donc, mais lorsqu'un journaliste donne l'information, on les respecte. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les droits de refuser le micro, la caméra des journalistes qui font très bien leur travail. Voilà, mesdames et messieurs, nous prenons un autre angle. Comme vous le savez, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision, le CLC a écrit à l'Organisation des Nations Unies pour, en tout cas, donner son point de vue. Le CLC dit que si rien n'est respecté en République démocratique du Congo, les marches reprendront d'ici là. Et par rapport à Rossi Mukendi, en tout cas, que son âme repose en paix. J'espère que d'ici là, il sera inhumé en toute décence et humanité, parce que on a permis dernièrement que sa famille puisse rendre visite à Rossi Mukendi, parce que moi, je le considère toujours comme bien vivant. Voilà, mesdames et messieurs, nous prenons donc ce troisième condensé raciste. S'il vous plaît, si vous pouvez nous balancer les images. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, le comité laïque de coordination sollicite la plus grande implication de l'ONU dans le processus électoral en cours en RDC. Le CLC épingle également les différentes étapes de la crise politique en République démocratique du Congo. Pour le CLC, le pouvoir en place bloque le processus électoral depuis 2012 et multiplie des stratagèmes pour ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel, parmi lesquels la publication de nombreux calendriers électoraux non consensuels avec de nombreux préalables techniques et financiers, mais aussi la multiplication des conflits armés dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Dans sa correspondance, le CLC note que l'application sélective et biaisée de l'accord de la Saint-Sylvestre plonge la RDC dans une profonde impasse politique. Cette situation a engendré des conséquences sur les plans sécuritaires, économiques, social et humanitaires. Dans cette lettre, il est aussi évoqué la marginalisation des experts internationaux, malgré une autosatisfaction démesurée du président de la CENI. Des inquiétudes sont déjà soulevées concernant la fraude potentielle lors du processus d'enrôlement des électeurs, notamment le nombre inexplicablement élevé d'électeurs dans certaines provinces du pays, souligne la lettre. Le CLC propose au Conseil de sécurité de considérer la date du 23 décembre prochain comme une date butoir pour la tenue des élections en RDC. Afin de régler définitivement le problème de la légitimité des institutions, renouveler également le mandat de la MONUSCO et renforcer son rôle en RDC. Le CLC demande aussi le renouvellement et renforcement du mandat du groupe des experts internationaux pour les élections en cours. Il sursoit jusqu'au 30 avril 2018 toutes ces actions d'envergure de protestation et de revendication. Ceci pour donner du temps nécessaire aux acteurs de la crise en RDC de trouver une solution autour des Nations Unies et de l'Union africaine. Passé ce délai, le CLC promet de reprendre ses actions tout en les intensifiant. Cette date est aussi pour la mise en œuvre des mesures de décrispation politique, entre autres fin du dédoublement des partis politiques, levée d'interdiction des manifestations de l'opposition et de la société civile acquises au changement, mais aussi la libération des prisonniers politiques, a renchéri la lettre du CLC adressée au secrétaire général de l'ONU. Laurent Batoumona, dont la famille de feu Rossi Mukendi Tshimanga, le président du mouvement de solidarité pour le changement qu'accompagnait le secrétaire adjoint du parti, est venu en ce lieu de deuil en vue de réconforter la famille éplorée. Dans les livres de condoléances, Laurent Batoumona va déverser sa colère et son indignation. Ses membres du RASOP écrient: ton sang versé réclame vengeance et ce crime ne restera pas impuni. La plume du leader du MSC a aussi vanté les valeurs prônées par feu Rossi Mukendi Tshimanga. Ce dernier fut homme scientifique et sportif des valeurs. Pour rappel, Rossi Mukendi a perdu la vue lors de manifestations du 21 février 2018. Son père réclame jusqu'à ce jour le corps de son fils pour qu'il puisse, dit-il, organiser ses obsèques. La journée de dimanche 18 mars a été aussi consacrée à Dieu par Laurent Batoumona. Il était avec les fidèles
fidèles de l'Église catholique, mais aussi avec ceux de la BCECO. Après avoir communié avec Dieu, ils ont passé en revue la situation politique et économique du pays. Les causes de la dégradation de la situation sociale étaient aussi au menu des discussions. Pour clôturer sa journée, le président national du mouvement de solidarité pour le changement est allé prendre langue avec les militants du parti de la cellule Manzengele et Yolo Ezo. Il a également participé à la réunion hebdomadaire de la cellule Rambo dans la commune de Ngalima. Rencontre axée sur les enjeux politiques de l'heure. Moïse Mounidela, est-ce que pour vous le CLC a perdu son combat, presque suspendre ainsi ses activités dans la majorité présidentielle? On a dit, ben voilà, le comité laïque de coordination s'est essoufflé, voilà, donc certains triomphalismes, on l'a senti dans les chefs de la majorité présidentielle. Et pour vous, quelle est votre lecture de cette suspension des activités du comité laïque de coordination, surtout par rapport aux manifestations? Je vous venais de vous dire que j'ai participé à toutes les manifestations organisées par le comité laïque. Je n'ai pas vu l'essoufflement. Au contraire, j'ai vu l'engouement, l'engagement, l'appropriation de la population de ces manifs. J'ai vu, madame, à la cathédrale Notre-Dame, de bonnes sœurs qui, elles, ne luttent pas pour devenir ministres. J'ai vu des vieillards, j'ai vu de vieils hommes debout en train de marcher. Et lorsqu'on nous tirait au marché, même j'ai vu mes deux militaires marcher sur des bottes de sœurs qui tombaient sur un terrain marécagé non loin de la cathédrale, où nous étions pris en étau. Et je dis, ce n'est pas cette lecture-là. Au contraire, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Moi encore, je suis un politique, mais qu'est-ce que ces dames font là? Donc, je crois que ce qu'ils ont fait, c'est une évaluation normale. Lorsqu'on mène une action, après on évalue. Ils n'ont pas dit qu'ils abandonnent. Donc je crois que s'ils interprètent, si le pouvoir interprète, vous avez parlé de la majorité, interprète cela comme l'essoufflement, moi je dis non, c'est un réarmement physique, un réarmement moral, un réarmement spirituel, parce qu'on vous a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je crois fermement, on dit que le combat maintenant, c'est un combat spirituel, c'est un combat mystique, et moi je crois parce que je suis fermement croyant. Écrire au secret, à l'ONU, est-ce pas aussi un aveu de faiblesse ou un aveu d'impérialisme aussi, comme on le dit souvent? Est-ce que c'est pas demander encore une fois l'ingérence de la communauté internationale pour régler nos affaires? Pourquoi écrire d'abord à l'ONU? Parce que nous sommes membres de l'ONU. Je sais que vous ne croyez pas à cette notion de la souveraineté à géométrie variable. Lorsqu'on tirait nos caniveaux ici, c'était l'Union européenne. Là, on ne parlait pas de la souveraineté. C'est de quelle souveraineté on parle? C'est même ridicule. Les gens qui ont porté à bras le corps le pouvoir de M. Kabila, c'est cette communauté internationale. Il y a même un monsieur qui se targue, lui Michel, que c'est lui qui a donné la légitimité. À ce moment-là, on ne parlait pas de légitimité. Alors, je ferme la parenthèse. Je vais revenir à l'essentiel parce que je trouve qu'ils ont dit quelque chose d'important. Il faut que la MONUSCO puisse nous accompagner dans le processus. La MONUSCO puisse avoir non seulement le rôle de sécuriser, je sais pas, la paix, tout ça, c'est vague. Pendant cette période, je crois que la MONUSCO, on peut requalifier la mission de la MONUSCO pour la sécurisation du processus et même la certification des résultats. Je crois que ce sera une très bonne chose. En Côte d'Ivoire, c'est ce qui a permis de départager Gbagbo et Ouattara. Donc je crois que plus que jamais, nous avons besoin de la MONUSCO ici. Il ne peut pas nous abandonner parce que tout le monde sait bien que pendant cette période, c'est une période d'agitation, une période de turbulence. Et ce n'est pas, il faut au contraire renforcer. Et donc, le demande de propositions de princes de l'Église catholique vont dans le bon sens. Thierry Monsenepo l'a dit cette semaine que les responsables de la mort de Rossi Mukendi, c'est le comité laïque de coordination et les politiques qui soutiennent cette politique permettait la tautologie. Est-ce que Moïse Mounidela se sent responsable de la mort de ce jeune homme, de ce professeur, de cet assistant d'université, de ce grand sportif? Regardez-nous dans les yeux, dites-nous non, je suis responsable de rien du tout. Madame, dans cette mort. Mais je crois que je manque les mots, la banalisation des morts. Ailleurs, lorsqu'un fœtus meurt, et si c'est de la responsabilité du médecin,
les médecins, il doit démissionner, ou soit il est sanctionné. Le fœtus, un fœtus. Mais ici, c'est des morts à répétition. On tue des gens comme si c'était... même des animaux, on ne les tue pas comme ça. Je suis écolo, vous l'avez dit. Il y a la protection des animaux. Même les arbres, on ne les coupe pas n'importe comment. Mais voilà que dans notre pays, on tue les gens. Moi, et lorsque vous me parlez de ça, je dis, vous touchez mes cordes sensibles. Vous ne vous sentez pas responsable de la mort de Rossi? Vous touchez mes cordes sensibles. Le 19 septembre 2016, j'étais arrêté. J'ai vu des gens tués à bout portant. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai porté plainte contre M. Kabila et ses acolytes. Ce n'est pas pour rien, parce que je suis témoin oculaire ou auriculaire. Je sais, je connais leur mode opératoire. En quoi l'opposition peut être responsable? C'est l'histoire d'un voleur qui crie au voleur. Nous, avec nos chapelets, nos Corans et nos Bibles, comment nous pouvons être responsables? Madame, comment il y a eu infiltration selon les enquêtes. On a dit que non, ce n'est pas seulement des gens paisibles qui étaient là. Il y avait aussi des bandits, il y avait des gens qui promettaient de casser, de faire n'importe quoi. Donc la police devait sécuriser, devait arrêter avant que ça n'aille trop loin. Non, il ne faut pas prêter le flanc à de tels propos. C'est des propos de criminels, des propos de gens qui n'ont pas le cœur à la place du cœur. Donc il ne faut pas, donc je pense qu'il y a un peu du respect pour les morts. C'est pour ça que je dis bien qu'il ne faut pas banaliser les morts. Et j'appelle ici, j'en appelle aux Congolais de ne pas banaliser les morts, de nous approprier la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice doit avoir un rôle pédagogique aussi. Si la France est devenue comme ça, c'est parce que les gens ont porté plainte, au lieu de faire des récriminations, au lieu de faire des bruits des couloirs. Non, on doit poser des actes, on doit porter plainte. Imaginez-vous, madame, s'il y a plusieurs personnes qui portent plainte. Ils peuvent porter plainte au niveau national, mais on peut aller à l'international. Mobutu avait la chance parce qu'il n'y avait pas la CPI. Aujourd'hui, il a la CPI. Donc nous avons des instruments juridiques qu'on peut utiliser. Et c'est comme ça on fera reculer ces gens-là. Parce qu'eux, ils ne s'attendent que le langage de la force. Je vous l'ai dit, là, on a parlé que le corps ou la mémoire de Rossi crie vengeance. Non. Il faut, la mémoire de Rossi crie justice. Justice aussi. Il faut qu'il y ait une justice. Il faut qu'il y ait des gens qui portent plainte. Il faut que, si au niveau national, on n'a pas de gain de cause, il faut qu'on se projette au niveau international. C'est ce que je fais. Je portais plainte au nom de centaines de personnes qui sont tuées. Et lorsque je portais plainte, personne n'est venu me dire le contraire. J'attends qu'il puisse y avoir un affrontement. Parce que moi, j'ai entendu, je suis témoin oculaire ou auriculaire. On a tué des gens, on prenait même les corps. Même à l'époque des nazis, on n'a pas vu ça. Je peux citer, si vous permettez, un de vos collègues qui est parti en Allemagne. Le premier voyage en Allemagne, il est venu, il a compris, il dit à l'époque de Hitler nazi et de nazis, lorsqu'il y avait des gens qui fuyaient dans les églises, on ne les poursuivait pas. Ce sont des lieux, c'est que... Des lieux, c'est des sanctuaires. Des sanctuaires. On ne peut pas violer ces lieux-là. Selon le droit international humanitaire, il y a des lieux qu'on ne peut pas franchir. Mais ici, on voit que les gens, on tue les gens dans les églises. Donc on a touché... le sacré. Le sacré au sacré. Voilà, mesdames et messieurs, nous restons dans la MONUSCO, le point de presse de la MONUSCO de chaque semaine. C'est aussi par rapport aux droits de l'homme, parce que selon une certaine opinion, le droit de l'homme est encore bafoué en République démocratique du Congo dans certains domaines. Et 48e anniversaire de la francophonie, nous y sommes. Nous sommes le 2e pays francophone du monde. Voilà, plus de détails dans ce énième condensé, mesdames et messieurs. Au cours d'une conférence de presse spéciale sur les droits de l'homme ce vendredi 23 mars au quartier général de la MONUSCO, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a dans un rapport relevé les inquiétudes des Nations Unies au regard des violations des droits de l'homme enregistrées depuis le 1er janvier 2017. Le rapport se fonde sur les informations recueillies au cours des 6 journées de mobilisation et décrit les actes de répression commis par les services de sécurité et les forces de défense congolaises dans le cadre de rassemblements publics, dont certains ponctués par des actes de violence perpétrés par des manifestants. Le rapport souligne également que l'utilisation illégale de la force a été systématiquement encouragée
non seulement pour le déploiement massif des forces de sécurité et de défense, en particulier des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés d'agents de la police nationale congolaise pour dissuader ou réprimer les manifestants, mais aussi par le manque d'efforts en matière de lutte contre l'impunité pour situer les responsabilités. Au moins 47 morts, dont des femmes et des enfants, ont été attribués au service de sécurité congolais. Ces derniers, indique le rapport, ont aussi tenté de dissimuler ces graves violations des droits de l'homme en enlevant les corps des victimes et entravant le travail des observateurs nationaux et internationaux. Avec une diminution des cas de violation des droits de l'homme enregistrés au mois de février, soit 525 cas contre 744 au mois de janvier, Abdoulaziz Choi rassure que des efforts sont fournis par son bureau en collaboration avec le membre du gouvernement pour éviter que les violations des droits de l'homme n'atteignent le point d'irréversibilité. Cette partie-là, elle est la moins visible, ce que j'ai l'habitude de vous dire. C'est tout l'appui technique et le travail de plaidoyer avec les autorités judiciaires, avec le ministère de la Justice, le ministère des Droits humains, pour essayer de les amener à prendre les mesures nécessaires, les mesures correctives, ouvrir une enquête, faire les changements normatifs qui s'imposent, mais aussi aller dans le sens réellement d'ouvrir des procès qui permettent de façon très claire à lutter contre l'impunité. Le numéro 1 du BCNUDH s'est réjoui également de la levée des mesures de suspension des manifestations publiques, annonce faite tout récemment au Conseil de l'ONU par la ministre des Droits humains. C'est à l'occasion du 48e anniversaire de la création de la langue française, une soirée de gala a pris place à Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. La langue française, notre trait d'union pour agir, c'est le thème général développé sous diverses facettes pour la promotion des valeurs communes, à savoir la diversité culturelle, la démocratie et le droit de l'homme. L'on a également évoqué la nécessité d'une éducation de qualité, le développement durable et les questions transversales, dont les genres, le changement climatique, la lutte contre le terrorisme. La délégation générale de la francophonie, structure technique du gouvernement, jouant l'interface entre l'Organisation internationale de la francophonie et la République démocratique du Congo, se veut rassurante quant à la visibilité et la lisibilité de ses actions. Ce travail est à faire à travers les axes prioritaires de la francophonie, a martelé le délégué général à la francophonie. Ce travail est à faire à travers les axes prioritaires de la francophonie, a martelé le délégué général à la francophonie. La langue française, notre trait d'union pour agir, lequel thème est développé sous diverses facettes, tant à Kinshasa qu'en province. Ainsi, votre présence en ces lieux témoigne de votre engagement à agir ensemble pour la promotion de nos valeurs communes. À son tour, le ministre de la Coopération au développement, John Kwek Mwankate, a encouragé les hommes et les femmes œuvrant dans la consolidation de la paix dans la région de Grand Lac et dans l'espace francophone. Je me dois de remercier tous ceux qui ont œuvré ou qui continuent à œuvrer à la consolidation de la paix dans la sous-région des Grands Lacs et aussi dans l'espace francophone. À noter que l'OIF propose plusieurs opportunités aux jeunes avec pour objectif de servir au mieux en vue de l'épanouissement de jeunes qui ont choisi de s'unir et de s'entraider au nom de la langue française qu'ils ont en partage. Moïse Monidela, nous parlons le français, mais il y a une certaine opinion qui pense que le français est en train de détruire un peu nos langues nationales. Nous ne mettons pas en avant nos langues nationales. C'est votre avis aussi? L'utilisation de nos langues nationales, ce n'est pas antinomique avec l'utilisation du français. Je crois que ça a été démontré qu'un enfant peut apprendre 4 langues. Je crois que c'est une richesse. Aujourd'hui, on ne peut pas reculer, on ne peut pas faire comme a fait les autres pour mettre le français de côté. Non, mais à côté du français, on peut aussi utiliser nos langues. C'est ce qu'on doit encourager. Et je crois qu'au Congo, nous utilisons bien nos langues. Et moi, d'ailleurs, je plaiderais pour que ces langues-là, qu'on les utilise aussi au niveau secondaire. Pourquoi pas?
Et c'est aussi non seulement une richesse, parce qu'on ne doit pas seulement dire nos langues c'est une richesse, mais ça doit accompagner le développement, ça doit accompagner la science, le développement, parce que la personne, lorsqu'il maîtrise la langue, il peut bien comprendre. Il peut bien comprendre. Et moi, je suis pour la francophonie de développement. Et pas une francophonie juste tournée sur... Une francophonie trop politique, selon vous? Non, non, politique, c'est bien. C'est bien mais, aussi. Mais vous voulez que ça reste philosophique, vous voulez que ça reste virtuel. Mais c'est quoi la francophonie? La francophonie doit véhiculer un message de développement. Je voulais dire une francophonie concrète, qui apporte des choses concrètes sur le vécu du peuple. Nous utilisons le français, mais il faudrait que la maman maraîchère puisse comprendre que cette francophonie-là lui apporte quelque chose. Parce que je crois que le Commonwealth, ceux qui sont dans cette communauté-là, de ceux qui parlent anglais, il y a quand même des apports, on sent. Il y a une certaine différence entre le Commonwealth et la francophonie. Et la francophonie, on les sent. Même sur le plan de la démocratie, c'est pour ça que je dis non. Sur le plan politique. D'ailleurs, moi, je plaide pour que la francophonie puisse être présente, puisse nous accompagner dans le processus politique, le processus électoral, le processus de démocratie. Je m'aimerais bien... Ce n'est pas une sorte aussi, Moïse Monina, de domination culturelle de la France sur les autres pays? Non, ce n'est pas une domination. Lorsqu'on accepte, madame, d'entrer dans les concerts des nations, on perd une part de sa souveraineté. C'est classique ce que je dis là, je n'invente rien. Du moment où nous acceptons. Mais les Français aussi perdent quelque chose, parce que nous pouvons aussi nous intéresser aux problèmes des Français au nom de la francophonie. Donc je pense que c'est un problème d'hommes, parce qu'on n'a pas des hommes capables. On a parlé aussi du problème de l'environnement dans votre reportage. Changement climatique. Changement climatique. Aujourd'hui, on voit ça que le président Sassou parle beaucoup plus du bassin du Congo que nous, alors que, je peux me tromper, les 3 quarts se trouvent quoi, mais on ne parle pas de ça. Donc je pense que c'est un problème d'homme. Et je crois que toutes ces histoires-là sont des instruments, nationaux qu'on doit utiliser. On ne doit pas s'offusquer, on ne doit pas être complexé de parler, de dire que nous sommes des francophones. Mais faudra-t-il que c'est la francophonie, nous sommes membres, puisse nous apporter quelque chose? Est-ce qu'au nom de la francophonie, Moïse Monidela, est-ce qu'au nom de cette francophonie, est-ce qu'on peut aider le Tchad en lui donnant un peu de notre eau? Au nom de cette francophonie aussi, parce que nous avons tous en partage la langue française, comme vous avez dit, ça tient compte de tous les paramètres. On sait qu'au Tchad, il y a une pénurie d'eau. Eh bien, nous en avons en excès, selon Nicolas Sarkozy, on en a trop et on ne sait pas quoi faire. Alors, est-ce que nous pouvons donner un peu de notre eau aux Tchadiens? Non, ça ne se passe pas comme ça, madame. Sinon, ça serait trop facile de donner comme ça. Je crois qu'il y a le principe de pollueur-payeur. Mais si les autres n'en ont pas, le lac Tchad est en train de s'évaporer. Ça ne va plus exister d'ici quelques décennies. Le lac Tchad va vraiment, comment dire, ça sécher, voilà le mot. Et pourtant, nous, on a de l'eau, et bien on peut aider les autres. Nous ne sommes pas là on en a trop d'ailleurs, selon une certaine presse. Toute la misère du monde, comme disait un Premier ministre français, oui, qui disait ça. Il y a un Premier ministre français qui disait « La France n'est pas là pour supporter toute la misère du monde ». Je peux peut-être lui emprunter cette expression, le Congo n'est pas là pour supporter toute la misère du monde. Je suis panafricaniste, certes, mais il faudra que gagne le Congo dans tout ça. Nous, ce que nous donnons en contrepartie, s'il y a une contrepartie. C'est pour ça que je dis bien que ça ne se fait pas comme ça, à la va-vite, avec beaucoup de facilité comme ça. Donc c'est une matière extrêmement stratégique, l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça pour rien que nous sommes aujourd'hui, qu'on a une conservateur de la nature, parce que nous avons été anticiper le débat de demain. Et le débat est là, c'est aujourd'hui. La prochaine guerre, comme on dit, ça sera la guerre de l'eau. La guerre de l'eau, vous voyez, vous avez bien compris, madame. La guerre, c'est la guerre de l'eau. Et là, nous devons être très sérieux lorsque nous parlons de ces problèmes-là. On ne peut pas nous imposer comme ça et puis on cède l'eau. Non, c'est une richesse stratégique. Et lorsqu'il y a une richesse stratégique, on ne cède pas comme ça. Donc on doit s'asseoir, on doit voir les intérêts du Congolais dans tout ça, mais on ne doit pas brader cela. Voilà, donc je suis pour, bien sûr, être solidaire avec ceux qui souffrent, mais pas brader. 47 morts selon la MONUSCO, plus de 527 cas ce mois-ci. Le droit de l'homme en République démocratique du Congo, Moïse Nela, est encore bafoué, ou la MONUSCO, comme une certaine opinion le dit aussi, n'est là que pour faire le décompte des morts. On ne sent pas la MONUSCO protéger cette population civile, en fait. Vous êtes femme, et d'ailleurs c'est le mois de la femme. J'aimerais bien saluer toutes les femmes du monde. Ça ne doit pas être un slogan. Vous savez que les femmes sont violées dans ces pays. Le Congo est devenu la capitale du viol.
Et là encore, c'est de la affabulation. On dit que c'est aussi notre politique pour faire ces ONG crient au viol pour essayer d'avoir des subventions, pour essayer un peu ils exagèrent toujours, ces ONG exagèrent toujours. Je viens de vous dire à ces viols. Au cours d'une marche, je vis des militaires qui touchaient, qui font des attouchements aux bonnes sœurs pour chercher des téléphones. On l'a vu. C'est des pratiques courantes dans notre pays, madame. Donc, les droits de l'homme aujourd'hui, les droits de l'homme sont bafoués. Et ce n'est pas la publicité des ONG, ce n'est pas qu'ils exagèrent. Déjà, dans notre pays, ici, quand il y a une marche, les gens ne peuvent pas marcher allègrement, pacifiquement. Lorsque les gens se promènent avec les téléphones, on prend les téléphones pour dire qu'il y a des messages. Le droit de l'homme est violé dans des coins, dans les rues, partout où nous vivons. C'est devenu, c'est même une pratique courante de nos hommes, de nos policiers, qui pourraient les civils, c'est Ezali Bilanga. Donc, les civils, c'est celui qu'on doit rassonner. Donc, les droits de l'homme, dans toute cette facette, les droits de l'homme sont violés dans ces pays. Et donc, je crois que ce n'est pas pour rien que Chebea est mort. Pourquoi on a tué Chebea? Pourquoi on tue les journalistes? Pourquoi on arrête les hommes politiques? Est-ce que ce n'est pas un problème de droits de l'homme? Nous prenons notre volet, mesdames et messieurs, un peu d'économie aussi dans cette émission. Comme vous le savez, au Rwanda s'est tenu un forum sur l'intégration sous-régionale. Et bien, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères signer, en tout cas, notre adhésion à cela. Donc, nous allons essayer de réfléchir dessus, donc par rapport à l'intégration économique en Afrique centrale et la réaction de Martin Ziakwaou, voilà, qui est internationaliste et qui va nous proposer un peu ou nous parler un peu des avantages de cet accord pour la RDC. Il s'agit d'un projet qui remonte à 2015. En Angola, par exemple, la diplomatie est active sur les sujets. L'ambassadeur de l'Angola en Éthiopie et à l'Union africaine avait déjà livré cette information à la presse de son pays avec pour motivation de briser les contraintes juridiques auxquelles certains pays font face. Arcangelo Donashimento a rappelé que la création de la zone continentale de libre-échange est un objectif dans la création de la communauté économique africaine établie depuis un certain temps et qui se matérialise ce mercredi 21 mars à Kigali au Rwanda. Le diplomate angolais estime en effet que la signature de l'accord de création de la zone continentale de libre-échange est un acte historique pour l'intégration africaine et permettra la croissance économique. Une fois que l'accord sera signé, il appartiendra au Parlement des États membres d'examiner la question pour ratification. Ce qui est attendu est que l'accord ait un minimum de 22 ratifications de 54 pays africains pour prendre effet. Il faut dire que la zone continent de libre-échange sera la plus grande zone de libre-échange au monde depuis l'avènement de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Ce qui explique pourquoi elle suscite l'intérêt de la plupart des pays du continent. Les avantages de la zone continentale de libre-échange sont énormes. Les diplomates angolais Arcangelo Donashimento parle de la création des marchés de 1,2 milliard de consommateurs et le fait que le commerce intra-africain va augmenter à 53% alors qu'il n'est actuellement qu'à 16%. Avec l'Amérique latine, il est à 19%, l'Asie à 51% et l'Europe à 70%. Un autre avantage est que les entrepreneurs africains pourraient rivaliser au niveau transfrontalier et avoir une portée continentale dans leurs actions. Il fallait donc jeter les bases au niveau sous-régional pour que le défi au niveau régional soit relevé dans des conditions plus ou moins beaucoup plus efficaces. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il y a un défi de taille que les États africains doivent relever impérativement, à savoir la convergence de leur politique, notamment au niveau commercial. Ce n'est pas encore fait et ce n'est pas évident. C'est un processus et il fallait donc d'abord que les États africains puissent jeter les bases de l'intégration
avant d'annoncer dans une cérémonie haute en couleur l'intégration, comme si la maison était déjà construite, alors qu'on est dans la phase du projet, dans la phase de la planification. Troisième élément, c'est que les pays africains échangent beaucoup plus avec les acteurs non africains, plutôt qu'entre eux, États africains, parce que ce dont ils ont le plus besoin ne sont pas trouvés auprès des autres États africains, à savoir des produits manufacturiers. Et donc, il va falloir créer les conditions de spécialisation dans la production, tout en favorisant la diversification, de manière à ce que la RDC était en train d'acheter hier en Asie, en Europe, puisse être mis à sa disposition par tel ou tel autre pays africain. Monidela, vous avez suivi la création de cette zone économique africaine. Est-ce que pour vous, c'est faisable? Martin Zakao l'a dit, nous échangeons beaucoup plus avec les pays autres que ceux d'Afrique parce que nous n'avons pas encore les industries qui peuvent nous produire des produits manufacturés. Est-ce que c'est encore de l'utopie? Est-ce que cette communauté économique africaine sera faisable un jour? Non, ce n'est pas de l'utopie. Il y a des pères des indépendances africaines qui étaient déjà en avance. Souvenez-vous de Lumumba, de Kwame Nkrumah, ils pensaient déjà à l'intégration africaine. Ils pensaient à l'union de l'Afrique, à l'unité de l'Afrique. C'était peut-être beaucoup plus politique pas qu'économique. L'unité nominale, mais l'unité politique, économique et l'unité des peuples. Je me souviens qu'il y a un économiste camerounais qui s'appelait Ebian qui disait que il y a des micro-États en Afrique qui sont incapables de se développer seuls. Les Congo, nous avons la chance. Quand bien même nous sommes un grand pays, on ne peut pas vivre de l'autarcie. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas utopique, parce que ça a été pensé par beaucoup de gens, mais sauf qu'on ne donne pas les contenus. Et là, j'ai suivi le spécialiste, il dit que l'intégration s'est fait. C'est comme si on mettait la charrie avant le bœuf. Donc ça s'est fait dans une salle. Donc il y a des critères des convergences, comme ça s'est passé à Maastricht, pour la création de l'Union. Il y avait des critères. Il y avait 2-3 pays qui avaient, par exemple, il fallait niveler l'économie. On a commencé par le Benelux à l'époque, je me rappelle. Voilà. Donc, nous, on n'a même pas ces straps-là. Donc, il n'y a pas de critères. Il faut qu'il y ait un niveau quand même. Il faut un nivellement de l'économie. Je crois que, mais dire que c'est utopique, donc je ne pense pas. La RDC, prenons l'exemple pratique de la RDC. On nous a dit, et on le sait, que la RDC ne produit presque plus rien. Admettons. Ni tomates, ni jus d'orange, on ne produit presque plus rien. Est-ce que la RDC ne sera pas submergée? On est un grand pays de par la superficie, mais nous sommes un nain économique. Hein? C'est un peu comme l'Allemagne, géant économique, mais nain politique à l'époque. Mais nous sommes géants de la superficie, mais un nain économique et même un nain politique aujourd'hui. Même diplomatiquement, nous ne pesons plus. Est-ce que la RDC ne sera pas noyée par cette zone franche qu'on veut créer, par les produits qui proviennent du Rwanda? Déjà aujourd'hui, vous le savez que Goma est inondé par des jus qui proviennent du Rwanda, par l'eau qui provient du Rwanda. Nous ici, c'est la même chose qui provient de l'Afrique du Sud. Lubumbashi est noyé par les produits qui proviennent d'Afrique du Sud. Et alors, qu'est-ce que nous allons donner en échange à ces pays-là? Puisque c'est déjà signé, comment il s'appelle, Cheo Kitundu a déjà apposé sa signature. Qu'est-ce que nous allons gagner? Non, je ne crois pas qu'on doit tabler sur les faiblesses des gens. C'est les gens qui sont faibles. Ils amènent leurs faiblesses dans les institutions et voilà, les Congo est tiré vers le bas. Mais le Congo, c'est un géant économique. Nous ne sommes pas aînés. Si, peut-être le jus, mais il y a d'autres choses que le Rwanda a besoin de nous. Et je sais de quoi je parle. Mais le Rwanda pille, oui. Prenons les richesses minières, le Rwanda aujourd'hui est premier producteur de coltan, donc, le Rwanda aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a? Vous venez de me rejoindre. On a tout, mais on n'a rien. Oui, on a tout. C'est un problème d'hommes. Moi, j'ai toujours dit qu'au Congo, il n'y a pas de crise économique, il y a crise d'hommes. Si on a des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, non, les Congo... Et on n'a pas besoin de 10 ans pour se développer. Vous venez de dire qu'il y a les coltans qui profitent au Rwanda,
qui profitent au Burundi. Il y a tout ce que nous avons, et il n'y a pas très longtemps, et même les cuivres profitaient beaucoup à la Zambie. C'est pour ça Moïse Katumbi il a dit, lorsqu'il est arrivé, qu'on doit traiter nos minéraux chez nous pour donner un prévalu à ces minéraux-là. Et ça s'est fait parce qu'il y avait la volonté d'un homme. Et ça a multiplié par 5, par 6, par 7 les recettes du Katanga. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est par exemple, on n'a pas les hommes qu'il faut, on a des prédateurs, on a des tonneaux d'anaïdes, il y a on met du lait, ça passe. On produit, ça part dans les poches des gens. Vous comprenez la réaction du G7 des mines, les grandes sociétés qui produisent ou qui font l'extraction des minerais chez nous. Vous comprenez leur réaction par rapport à ce code minier là aujourd'hui? Qu'est-ce que Moïse Katumbi en pense? Parce qu'aujourd'hui, ils ont presque mis la pression, ils ne sont pas tout à fait d'accord par rapport au nouveau code minier. Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que les richesses du Congo doit profiter aux Congolais. Il a parlé dans son discours la distribution des richesses, la justice distributive, et la justice sociale. Tout son programme est basé sur les sociales. Les 100 milliards, c'est pour le mieux-être du peuple congolais. Moïse Katumbi l'a fait. Lorsqu'il arrive au Katanga, il booste le pouvoir d'achat en disant quoi? En disant tout simplement qu'on ne peut pas payer quelqu'un par moins de 100 $. Donc on peut booster l'économie par la consommation ou par la production. Mais votre réaction par rapport à la réaction, je me permets la tautologie, de ces géants miniers, est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu de chantage par rapport... Et pourtant ce code minier va soulager aussi le côté social de la population. Parce que l'ancien code minier, on n'en gagnait presque rien. Il y a à boire et à manger, madame. Dans ce nouveau code minier. Il y a à boire et à manger. Moi je dis encore une fois, c'est l'homme. Bon, ils peuvent produire ces gens-là, ils peuvent mettre de l'argent. Mais du moment où ils mettent de l'argent, ça ne va pas dans la caisse de l'État. Ça va dans les poches des gens, ça va servir à quoi? C'est encore une fois un problème d'homme. C'est pour ça que je me limite là, parce que vous voulez là, je risque d'ouvrir une boîte à Pandore. Je vous donne un exemple. On disait que l'argent de la CENI, on mettait dans une banque. On mettait le matin et le soir, il y a quelqu'un qui prenait ça. Je vous donne un exemple, c'est un exemple. Alors donc, ne me poussez pas à ouvrir la boîte à Pandore, c'est pour dire qu'il y a l'argent. Mais l'argent qui ne va pas dans les caisses de l'État, ça va dans les poches des gens. Même avec ces codes-là, tant qu'il y aura ces gens-là, ces prédateurs, ces pierres patentées de notre économie, non, il n'y aura rien. Nous allons terminer par cet hommage au poète Lutumba Simaro. Comme vous le savez, il a fêté presque 2 fois 40 son âge. Lutumba Simaro a laissé la musique, il a mis un point final à sa carrière musicale. Il nous a produit des œuvres inoubliables et Congo Web, en tout cas, a tenu aussi à lui rendre hommage. Né le 19 mars 1938 à Lingwala, ex-Saint-Jean à Kinshasa, Simon Lutumba Ndomanueno, dit Simaro Lutumba Masia ou le poète, fut employé de la SEDEC, Société d'entreprise commerciale du Congo belge. Il a été surtout les bras droits et les fidèles des fidèles du grand maître Luambo Makiadi Franco, qu'il a servi et dont il a été ami jusqu'à la fin. Il a été initié auprès de Kalonji, un guitariste congolais adepte du Zebola, un rythme ou une danse de cérémonie d'exorcisme du peuple Nkundu de l'Équateur. En 1958, il a débuté professionnellement à la guitare rythmique dans l'orchestre Mikra Jazz. Un an plus tard, il rejoint le Congo Jazz de Gérard Madiata avec lequel il a enregistré Simaroka. Il va s'illustrer avec Mwana Etike et Lisolo Yandaku, 2 compositions teintées de spiritualité. Sa popularité naissante va arriver cependant aux oreilles de Franco et le hockey jazz qu'il a rejoint en 1961. Simaro Lutumba y a apporté sa touche personnelle, une technique de guitare inspirée du Zebola, de la rumba, du jazz et de l'afro-cubain et des chansons poétiques, éducatives et pleines de spiritualité. À la sortie de Okoko Mamukristu en 1969,
et Maélé en 1970, deux chansons moralisatrices sur l'amour déçu, la stérilité et les divorces. Les talents d'auteur, compositeur, guitariste et chanteur de cet intellectuel reconverti dans la musique sont enfin reconnus par ses pairs. Mais il faut attendre en 1974 avec la composition de Mabélé, qui veut dire la terre, une rumba mélancolique aux variations jazz interprétée par Sam Mangwana pour qu'ils connaissent une réelle popularité. En 1984, Simaro Lutumba refait surface avec la parution de Maya, un album rumba soukous interprété par le jeune Carlito Lassa, qui les remet aussitôt sur les devants de la scène. En 1986, il a écrit Cœur artificiel, un thème sur les relations humaines, chanté en duo par Pepe Calé et Carlito Lassa. S'ensuit Testament Yaboulé. Après la disparition des Franco, le 30 janvier 1994, Lutumba Simaro fonde l'orchestre Bana Oke en compagnie de Joski Kiambukuta et Ndombe Opetum. Leur premier disque est Bakitani et sort ensuite Cabinet Molili, puis Faute ya Commerçant. Après la parution en 1988 de Toucher, Jouer et Trahison, réalisé par Pepe Calé, Bana Oke a fait une tournée européenne. Signalons également que l'avenue Mouchi dans la commune de Lingwala sera rebaptisée l'avenue Lutumba Simaro. Moïse Mounidela, pardon, hommage de son vivant. C'est une bonne chose maintenant qu'on essaie de rendre hommage à nos héros vivants que morts? J'ai eu la chance de connaître le poète Lutumba. J'ai la chance de connaître le poète Lutumba. Je me souviens un de ses anniversaires, lorsque je suis vice-ministre à la presse et information à la RTNCD, nous avons organisé son anniversaire. Comme c'est dans les installations de la RTNCD et comme c'est vice-ministre, donc nous avions parrainé cela. Et nous avons même eu à échanger avec Lutumba. Et il voulait que dès son vivant, qu'on puisse l'honorer. A-t-il tort ou raison? Oui, bon, je vais vous donner mon point de vue. Il disait, parce qu'il y a une chanson, Mabélé, lorsqu'il dit Moto nanga bakamata basala monuma, soki mopayaye balobelaye sango. On a essayé de lui demander pourquoi c'est des monuments. Il dit pas nécessairement un monument. Il lui voudrait que les livres, qu'on parle de lui dans les livres, les historiens. Il voulait quelque chose comme ça, qu'on ne puisse pas passer inaperçu. Qu'on ne puisse pas l'oublier. Mais qu'on puisse l'immortaliser. Surtout, il a parlé des livres. Il m'a dit qu'il y a des historiens, il y a des journalistes qui peuvent écrire son histoire. Et que cette histoire-là, qu'on puisse l'enseigner, qu'on puisse informer les gens qui était Lutumba. Donc je crois que c'est une demande de bon sens, mais je dis il y a une partie qui doit laisser aux historiens. Ce n'est pas parce que je l'ai suivi, c'est un vieux que j'aime beaucoup, et je vous dis que il m'arrive des fois d'aller chez Bana Oke, même chez Bibois le dimanche. Je suis vraiment un fan de cette musique d'Ade Lutumba. Et ça, je l'ai dit en passant pour dire que je connais un peu l'homme et son œuvre. Et j'ai dit, bon, pourquoi Montesquieu? On doit parler toujours Montesquieu, Bourdieu, Socrate, Descartes. Pourquoi pas avec ses proverbes, ses adages? Je crois qu'il mérite. Mais lorsqu'il demande qu'on puisse débaptiser de ruelles à son nom, oui, je dis oui, mais je coupe la poire en deux. Je dis, il y a des choses que ce n'est pas de son vivant qu'on les fera, parce que sinon, ça va manquer un peu de l'objectivité. Et c'est comme si on les fait parce qu'il est là, parce qu'il demande qu'on les fasse, alors que nous devons le faire parce que parce que devoir de mémoire oblige, parce que c'est l'histoire de notre pays, et l'histoire, et ce n'est pas le présent. Et l'histoire, il faut laisser les historiens avec un petit temps de recul. De recul, voilà, donner de recul. Moi, je pense que c'est comme ça. Mais quand cela ne tienne, il mérite quand même les hommages. Je ne veux pas terminer cette question. Un internaute m'a dit de vous poser cette question, Moïse Mounidela. Vraiment quelques poussières de secondes, nous sommes vraiment à la fin.
on a l'impression qu'on déifie un peu Moïse Katumbi. On nous dit que ses bons côtés, il a fait ceci, il a fait cela. Et pourtant, il y a une certaine opinion qui se lève, surtout dans les réseaux sociaux, pour dire aussi que sous Katumbi, c'était pas tout le temps rose au Katanga, que Moïse Katumbi avait privatisé presque toutes les entreprises au Katanga, que tout ce qui était bon appartenait à Katumbi. Il rachetait tout en son nom et tout ça. J'aimerais aussi, en quelques mots, Moïse Monidela, que vous nous donnez aussi le mauvais côté de Moïse Katumbi pour terminer. Oui, mais je suis un peu sidéré, peut-être pas les mots, que vous me posez cette question à la fin, parce que c'est une question c'est vraiment à la fin. Alors qui méritait quand même que je puisse avoir un peu de temps. J'informe, je vais peut-être donner encore un scoop. Moi, je ne suis pas katumbiste. Ça m'échange, parce qu'on a dit que vous êtes katumbiste je suis dur et pur. Non, je suis tisékédiste. Wow. Merci de la précision. Mais je suis tisékédiste. Moi, je fourbis mes pas auprès de Tshisekedi. Même si je suis à face de Katumbi, je dis, je suis katumbiste, il va se manquer, il va dire non, c'est pas sincère. Mais le problème, c'est quoi? Katumbi nous a trouvés dans l'opposition. Et lorsqu'il arrive, mais il a un bilan, comme il est dit. Moi, j'étais au Katanga. On a posé cette question à Tshisekedi. Est-ce que tu peux travailler avec Katumbi? Et c'est la population en cœur, les gens, ils étaient surchauffés, ils voulaient que Tshisekedi disait, parce que ses prononces par rapport à Katumbi, ses réalisations au Katanga. Et j'étais là. Et Tshisekedi a dit, pourquoi pas, par rapport à ses réalisations, par rapport si il a la confiance de vous, le peuple, je peux travailler avec vous. C'est pour dire que Tshisekedi, de son vivant, il a accepté Katumbi. Et Tshisekedi n'a pas l'habitude de citer le nom des opposants. Et au meeting du Triomphal, le dernier meeting, le dernier testament de Tshisekedi, il a dit que Moïse Katumbi viendra. Et nous, à l'époque, on disait, Katumbi va accompagner Tshisekedi, ce sera notre candidat. Et si Tshisekedi, après Tshisekedi, c'est Katumbi. Maintenant que Tshisekedi n'est pas là, voilà pourquoi aujourd'hui, nous... en bref, en deux mots, je voulais dire que c'est avec Katumbi a des défauts, comme tout le monde. Mais Katumbi, c'est le bilan, son bilan qui plaide à sa faveur, c'est ce qu'il a fait au Katanga. Parce que vous dites, il y a peut-être... mais chez nous, chez les musulmans, on dit, les derniers jours, on mettra nos œuvres sur la balance. Et lorsqu'on met les œuvres de Moïse Katumbi sur la balance, je crois que ça penche vers les bonnes œuvres que les mauvaises. Donc je ne dis pas qu'il est saint, personne n'est saint. Et d'ailleurs, ne demandez pas à un croyant comme moi pour déifier un homme. Je n'ai pas déifié Mobutu. Je ne peux pas défier Tshisekedi, je ne peux pas défier Katumbi. Mais c'est la cela Etienne, Katumbi aujourd'hui, c'est l'homme de la situation. C'est le candidat providentiel? Oui, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation économique et catastrophique. Il y a une crise d'hommes, il y a une crise d'autorité de l'État. Aujourd'hui, Katumbi, c'est l'homme de la situation. Merci beaucoup. Ce n'est pas l'homme Dieu, non. Non, pas l'homme providentiel du tout. Providentiel dans le sens dans le sens qui vient pour résoudre le problème du peuple, oui. Mais pas jusqu'à le défier. Donc le messianisme, ne comptez pas sur moi. Je crois que c'est un homme, il a des défauts, il a des qualités. Merci Moïse Monidela d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Voilà vos questions. Je les ai posées. Je n'ai pas mâché mes mots. J'ai posé la question à Moïse Monidela. Merci à toute l'équipe technique. Merci encore une fois à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Info 7 et de Congo Web Télévision. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir la semaine prochaine. Inch'Allah.